Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter le diplôme d'ingénieur spécialité informatique, parcours Big Data et IA pour l'industrie 4.0. Donc, un diplôme, une formation qui va être déployée dès la rentrée de septembre 2022 à Chalon-sur-Saône, sur le site de l'usinerie. J'en parlerai un petit peu plus tard. Bien sûr, sous réserve d'accréditation par la CTI, cette décision finale interviendra dans les tout prochains jours. Je remercie parmi nous la présence de Madame Laugerette, qui est secrétaire générale de l'UMM pour la Saône-et-Loire, qui m'accompagnera donc pour cette présentation. Moi-même, je suis donc maître de conférence et futur responsable pédagogique de cette formation d'ingénieur Big Data et IA pour l'industrie 4.0 du CNAM BFC. Et puis, j'associe également Michel Bérat, professeur émérite du CNAM, qui comment dire, m'a accompagné tout au long de cette aventure pour monter ce projet. Donc, il est titulaire de la chaire modélisation statistique du risque et chargé de mission auprès de l'administrateur provisoire du CNAM sur le projet du Grand Chalon. Alors, pour démarrer, voilà, un petit ordre du jour pour que vous ayez une vue synthétique de ce dont on va vous parler. Donc, en introduction, en gros, je reviendrai en quelques minutes sur qu'est-ce que c'est que le big data, l'IA, qu'est-ce qu'on entend derrière l'industrie 4.0. Après, je me demanderai à Madame Laugerette d'intervenir, et donc elle parlera un petit peu de son regard en tant que secrétaire général de l'UMM pour la Saône-et-Loire, en fait, de son regard sur l'existant, l'état des lieux, entre autres en Saône-et-Loire, au niveau industriel, et des besoins en termes de postes d'ingénieur informatique, par exemple. On poursuivra ensuite avec la présentation, un focus sur la formation d'ingénieur informatique qu'on propose à la rentrée. Et puis, pour terminer, quelques diapos, si je puis dire, sur la vie étudiante à Chalon, parce que comme vous le savez sans doute, je m'adresse à Lou en particulier, qui est étudiante. Étudier, c'est bien, on fait des choses sérieuses, mais c'est bien aussi d'avoir une vie à côté, une vie étudiante suffisamment riche. Donc voilà, on évoquera quelques aspects de la vie culturelle, entre autres, le sport, etc., qui sont proposés dans cette ville moyenne qu'est Chalon-sur-Saône. Et on terminera donc par quelques questions-réponses s'il y en a, quelques échanges. Donc voilà, alors démarrons avec le big data. Alors que là, c'est pareil, je vais être très bref. Big data, derrière cette terminologie anglo-saxonne, on parle de big data. Donc, finalement, big data, ça nous renvoie à des données volumineuses, à des données massives, des données en grande quantité. D'accord ? Le big data aussi, ça caractérise également des données qu'il va falloir traiter à une vitesse suffisamment importante, du fait justement du volume des données qui sont considérées. Donc, pensez à des données industrielles qu'on veut traiter en temps réel. Par exemple, sur ligne de production, vous avez des capteurs qui récupèrent des données en temps réel et on veut pouvoir suivre l'évolution en temps réel en fait, des différents paramètres de la machine, de la ligne de production. Et puis, il y a un troisième paramètre qui caractérise les big data, les données volumineuses, données massives, industrielles entre autres, c'est leur variété. On peut tant avoir des données structurées que non structurées, voire un mixte des deux. Alors, sur cette diapo là que vous voyez, que vous avez sous les yeux maintenant, alors, un exemple de pipeline, de chaîne, qui nous permet de passer de la première phase où on récupère les données à la dernière phase, où on va restituer les données sous une forme intelligible pour le public qui est concerné. Donc, on part donc des données industrielles, en l'occurrence, on va les récupérer, on va les extraire, les filtrer avec un certain nombre d'outils, on va les nettoyer, comme on dit, par exemple, mettre en avant, isoler des valeurs aberrantes, on va les structurer,
Éventuellement, on va pouvoir les intégrer dans ce qu'on appelle un data lake, hein, afin de les stocker d'une manière bien particulière. C'est un exemple parmi d'autres, hein, de stratégie. Ensuite, on va procéder à des calculs et aux analyses via les différents algorithmes qu'on peut trouver, hein, soit de machine learning, de deep learning, de combinaison d'outils d'intelligence artificielle. Et enfin, c'est quand même ce qui est le plus important, la dernière phase, c'est la phase, ce qu'on appelle la couche de restitution, donc la phase au cours de laquelle, eh bien, on va, à partir des analyses faites, pouvoir restituer, hein, comment dire, des résultats qui sont intelligibles, qu'on va pouvoir exploiter au niveau des personnes concernées par le problème rencontré et les données associées. L'intelligence artificielle, c'est pareil, je ne vais pas m'étendre. Derrière l'intelligence artificielle, eh bien, en fait, se cache un certain nombre de disciplines, hein. L'intelligence artificielle est à la croisée de nombreuses disciplines. Je dirais en partie à la croisée des mathématiques, hein, via, par exemple, les méthodes statistiques, hein, l'analyse de données, l'optimisation, bien sûr, mais également l'automatique, la robotique, la vision par ordinateur. Alors, l'intelligence artificielle, ça regroupe en fait pas mal de familles de méthodes, hein, de pas mal d'approches, hein. Alors, citons par exemple le machine learning, hein, l'apprentissage automatique, derrière lequel, eh bien, on peut retrouver un certain nombre de méthodes, j'allais dire classiques, hein, les forêts aléatoires, random forest, SVM, support vector machine, tout ce qui relève de la classification automatique, hein, les méthodes de segmentation, de clustering, la régression, méthode de régression, les réseaux de neurones, et puis le deep learning, hein, qui plus récemment a montré sa puissance dans un certain nombre de problèmes, hein, pour les résoudre. Voilà très brièvement un petit survol sur, on va dire, l'IA et le big data. Maintenant, parlons rapidement de l'industrie 4.0. Derrière ce concept, qu'est-ce qu'on y met? Ben, en fait, derrière l'industrie 4.0, j'ai envie de dire qu'on évoque quoi? On évoque en fait l'utilisation, le recours à des outils numériques innovants, justement pour améliorer la performance industrielle des entreprises. Donc, quand on parle d'industrie 4.0, eh bien, on pense par exemple à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle, qui pourront être, par exemple, utilisées soit pour la formation, soit pour l'assistance à la maintenance. La simulation numérique également, qui peut être intéressante également, pour voir, par exemple, au niveau température, les flux qu'il peut y avoir au niveau des matériaux. Bien sûr, l'impression 3D. Si on a des données industrielles, ça va de soi, il va falloir les collecter, les gérer, les analyser. Ça aussi, ça relève aussi de cette appellation industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est aussi l'utilisation euh, de la robotique, de la cobotique, donc d'un opérateur, d'un humain et d'un cobot. Et donc, qui dit collaboration nécessite eh bien, de l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour justement que on va dire, les mouvements du cobot et de l'humain soient coordonnés en temps réel. Industrie 4.0 aussi, ça nous renvoie à l'Internet des objets, à l'IoT. Voilà, un petit peu un survol sur ce concept. Maintenant, on va décliner quelques applications de l'intelligence artificielle à l'industrie 4.0, même si j'en ai déjà dit 2-3 mots, sans m'étendre non plus bien longtemps. Donc, il y a bien sûr la maintenance prédictive, l'inspection automatisée, le contrôle non destructif, la fabrication additive, le jumeau numérique, la cybersécurité, le supply chain, l'ergonomie du poste de travail. Faisons un petit focus, par exemple, sur la fabrication additive. Qu'est-ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle? Eh bien, tout simplement, hein, on va reprendre deux exemples parmi ceux qui apparaissent à l'écran. Par exemple, améliorer la performance d'une imprimante 3D, sa capacité de production, son coût, les délais de fabrication et de livraison. Ça peut être également l'IA au service de l'automatisation du workflow pour l'impression 3D, passer d'un modèle primaire CAO à la version finale 3D imprimée.
Si maintenant je m'attarde, je fais un petit focus sur le supply chain, bah, l'IA peut être au service de l'inventaire, l'automatisation de l'inventaire, l'automatisation de la préparation des commandes, une gestion intelligente des stocks, l'automatisation du tri des colis, une meilleure visibilité du transport, une optimisation des tournées de livraison. C'est sûr, à chaque fois, ces listes ne sont pas exhaustives, hein. Alors, c'est peut-être le moment, là, on a parlé d'IA, on a parlé de big data, on a parlé d'industrie 4.0, et puis on va vous parler dans quelques minutes d'une formation d'ingénieur donc, qui va être déployée à la rentrée sur le site de Chalon, dédiée justement à ces notions, big data, IA pour l'industrie 4.0. Eh bien, sachez qu'à Chalon, hein, donc il y a une volonté politique depuis de nombreuses années pour développer parmi ces axes économiques, l'axe qui relève justement de la transition numérique des entreprises. Et donc, il y a toute une filière d'enseignement supérieur et de recherche baptisée ingénierie numérique qui s'est mise en place, pardon, et dont le diplôme d'ingénieur sera une des dernières pierres à l'édifice, si je puis dire. Et depuis quelques années, il y a un événement récurrent, annuel, qui s'appelle les Conex Days, hein, qui permet de rassembler à Chalon des entrepreneurs, des industriels, des porteurs de projets, acteurs de l'accompagnement et de la formation autour des thématiques de l'industrie 4.0. Et puis, en période non Covid, hein, on a vécu cet événement en dehors de malheureusement de cette période de Covid. Eh bien, c'est un événement au cours duquel également eh bien, les étudiants de la filière ingénierie numérique du territoire du Grand Chalon peuvent s'associer et donc rencontrer les acteurs de l'industrie. Maintenant, bah, écoutez, je vais laisser la place à Madame Logerette, secrétaire générale de l'UMM pour la Saône-et-Loire, pour faire sa présentation comme prévu. Très bien, merci beaucoup. Alors attendez, je vais mettre un peu plus de son. Écoutez, bonjour à tous. Je suis partie du principe que vous ne connaissiez peut-être pas la région Bourgogne-Franche-Comté, donc j'ai fait un survol, comme vous avez fait, un survol donc, de l'industrie 4.0. Moi, j'ai fait un survol de la région. Alors tout d'abord, déjà, simplement, expliquer ce qu'est l'UMM. Je ne sais pas si, vous connaissez nos structures. Donc, l'UMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie, donc qui représente la fédération des entreprises de la métallurgie en France. Donc vous avez une UMM par département, avec une maison mère située à Paris. Et c'est l'UMM qui fait les lois, donc je dirais la règle qui dit le droit en matière juridique pour les entreprises industrielles et principalement métallurgie. Nous, notre secteur géographique, donc la Bourgogne-Franche-Comté, est très industriel, hein. On est une région extrêmement industrielle. On n'est pas toujours connu pour ça. On est connu pour la gastronomie, on est connu pour le tourisme, mais très clairement, nous sommes très, très industriels. Donc là, dans la première, premier slide, donc, effectivement, j'ai situé la région Bourgogne-Franche-Comté avec les différents départements, et la Côte d'Or étant, je dirais, le chef de région, la métropole donc, de la région Bourgogne-Franche-Comté. La Saône-et-Loire étant ce qu'on appelle, nous, la Bourgogne du Sud. On est aux portes du soleil, aux portes de Lyon. Donc, on est un département parfois un peu sous-estimé parce que Saône-et-Loire, ça ne fait pas toujours très rêver en termes de nom, mais c'est plutôt un endroit où il fait bon vivre. L'intérêt donc pour les entreprises et puis pour les personnes qui souhaitent voyager un peu, c'est que le département de la Saône-et-Loire, nous sommes à proximité de Lyon, donc avec l'autoroute qui vient de Paris et donc jusque dans le sud de la France. Donc on est à 1 heure de Lyon par autoroute, à peine 1 heure, 3 heures de Paris, 4 heures au centre de Paris quand on a quelques bouchons sur le périph' parisien. Et puis, donc de Dijon, qui est vraiment la plus grosse ville à proximité, nous sommes à 45 minutes par autoroute. Donc c'est quand même très, très accessible. Et ce qui est quand même très, très intéressant, et ça, c'est vraiment un atout économique important pour notre département. La gare TGV du Creusot a été construite il y a de nombreuses années maintenant, alors en pleine nature, pour des raisons politiques à l'époque, et on en remercie les politiques de l'époque.
Et nous sommes je dirais, sur une gare TGV avec, la ligne TGV, donc à 1h20 sans arrêt entre, Le Creusot et Paris-Le Creusot. Donc, c'est vraiment intéressant et très honnêtement, l'ensemble des industriels, des salariés, et nous, quand on monte sur Paris, on prend toujours le TGV à Paris, au Creusot. Donc il y a possibilité de le prendre également sur Dijon, bien sûr, ou de le prendre sur Châlons, mais on n'est pas sur des lignes TGV, on est sur des lignes qui vont moins vite, alors que la ligne TGV Le Creusot est une ligne directe très rapide. Donc c'est vraiment un atout essentiel pour notre département et pour le développement économique de notre département. Concernant donc les bassins d'emploi, la particularité du département de la Saône-et-Loire, alors quand on est optimiste, on dit que c'est un atout, une richesse. Quand on est un peu moins, on dit que ça peut être parfois compliqué parce qu'en fait, nous avons 6 bassins d'emploi, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les départements, hein. Si je prends le département de la Côte d'Or qui est vraiment, très proche de nous, avec lequel on travaille énormément, nous avons, en Côte d'Or, un bassin d'emploi principalement, c'est Dijon, Dijonnais, voilà, globalement. Nous, nous avons 6 bassins d'emploi, qui sont parfois certains ruraux, certains moins ruraux, mais en tout cas avec des ressources différentes, des compétences d'entreprise différentes, des activités différentes, qui n'aident pas forcément à la mobilité des salariés, mais qui en tout cas, je dirais, permettent de montrer une diversité au niveau du territoire de façon importante. Donc toute la partie, autunoise, donc à Autun, on a très peu d'entreprises industrielles sur ce secteur-là. Nous avons les 2 gros bassins que sont Châlons et Le Creusot. Ensuite Mâcon, donc qui est la préfecture de la Saône-et-Loire, hein, qui est en bas du département et très proche de Lyon. Donc, là, les Mâconnais sont très tournés sur Lyon, en fait, hein, car à proximité géographique très proche. Le Louhanais, on est véritablement dans ce qu'on appelle la Bresse, nous véritablement, donc assez peu d'entreprises industrielles également. Et le Charolais qui est plus, bien sûr, vous vous en doutez, agriculture. Alors les 2 gros bassins que j'évoquais tout à l'heure, les bassins historiquement industriels, donc nous avons Le Creusot et Chalon-sur-Saône. Qui, je dirais de l'histoire, de l'histoire donc du département, donc a vécu des hauts et des bas importants. Le Creusot est ce que nous appelons nous le creuset de l'industrie, hein. C'est vrai que on n'en parle pas forcément beaucoup, mais la métallurgie est quasiment née au Creusot, hein, globalement, avec, à une époque assez lointaine, la famille Schneider et ce qu'on appelait, Schneider, que l'on disait même à l'époque, donc les entreprises qui ensuite font naître Creusot-Loire. Donc c'était vraiment, une ville dans la ville, hein, l'entreprise, du Creusot, si un jour vous êtes intéressé par son histoire, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé sur le Creusot. Une ville qui a beaucoup souffert, je dirais, de l'interruption et de la disparition donc de Creusot-Loire en 1984, hein. C'est une usine qui, à l'époque, employait encore, de nombreux salariés et à sa plus belle époque, plus de 16 000 salariés. Quand on fait le compte aujourd'hui, 16 à 17 000 salariés, c'est quasiment le total du nombre de salariés de la métallurgie du département. Donc il y a eu vraiment, un historique très, très lourd, qui date de 1984, qui a nécessité, je dirais à la ville de se redresser. Ça a été très, très long. Depuis quelques années, il y a eu énormément d'efforts de faits, sur ce bassin qui a souffert énormément, mais véritablement je dirais un essor économique, très, très fort depuis quelques années, avec un redémarrage, beaucoup d'infrastructures qui ont été créées, beaucoup de magasins, de commerces qui sont arrivés et des entreprises industrielles qui ont rejailli après tout cela. Mais il a fallu énormément de temps pour arriver à relancer ce secteur géographique et pour vous donner un exemple, non, avant-hier, j'ai été interviewée par c'était France Info, oui, France Info, c'est ça, et qui m'ont interviewée uniquement sur le bassin du Creusot, justement parce qu'ils estimaient que l'essor économique au Creusot était tellement important, que c'était, assez inédit en termes de redressement, de villes, économiquement, basées sur l'industrie avec la souffrance qu'il y a eu à l'époque. Chalon-sur-Saône, donc également, donc une ville également très importante, hein, qui est certainement la ville la plus importante en termes d'effectifs, donc du département. En plein essor également, avec un développement économique très important, avec une communauté d'agglomération très dynamique, qui régulièrement donc accueille de nouvelles entreprises qui arrivent d'un peu partout et avec des besoins, donc de compétences, relativement fortes dans l'industrie, globale, hein, pas que l'industrie métallurgique. Le Creusot, on est très métallurgie, sur Châlons, on est plus industrie globale, voilà. Mais ce sont vraiment 2 grandes villes qui ont, enfin 2 villes, je ne sais pas si on peut dire grandes villes, mais en tout cas 2 villes qui ont, beaucoup développé, leur économie et leur activité locale.
Donc voilà, donc ce que je précise, mais je viens de le dire un peu, c'est que la Saône-et-Loire a accueilli d'importants groupes industriels depuis quelques années, du fait justement de cet essaimage que l'on a eu de Creuse-Loire à l'époque où Creuse-Loire a été démantelé en 1984. De grands groupes ont émergé pour pouvoir justement reprendre l'activité, donc en partie de Creuse-Loire. Et on a également des entreprises de taille intermédiaire qui sont arrivées pour compléter donc ce panorama. On a beaucoup de sous-traitance en Saône-et-Loire du fait justement des grands groupes que nous avons. Donc sur le power que vous avez là, apparaissent donc ces deux grands bassins que sont Châlons et le Creusot avec justement les plus grandes entreprises industrielles qui y sont. Alors industrielles métallurgie, je précise bien. Il y a d'autres entreprises industrielles qui sont sur ces bassins, mais qui ne sont pas de la métallurgie forcément. Moi, ce que je connais bien, c'est celle de la métallurgie. Donc, nous avons vraiment, je dirais, un développement important de ces entreprises-là, avec des besoins très, très importants en compétences aujourd'hui, des besoins qui ne se demandent pas. On a véritablement, depuis quelques années, malgré la crise Covid, malgré les crises successives que l'on a pu connaître, des besoins extrêmement importants en compétences dans ces entreprises-là, qui, par répercussion, vont sur des besoins en compétences dans les ETI et les PME locales qui sont très tournées sur leurs donneurs d'ordre locaux, en fait. Et nous avons, en dehors de ces deux grands bassins d'emploi, malgré tout, quelques entreprises qui sont un peu éparpillées dans les bassins ruraux, et notamment à noter, donc tout à fait sur l'extrême ouest donc, du département, FPT à Bourbon-Lancy, qui est la plus grosse entreprise de Bourgogne. C'est important de le citer. 1500 salariés approximativement, une entreprise incroyable qui fait des moteurs de camions et qui est extrêmement moderne, une modernité assez impressionnante et une sécurité qui n'a pas d'égal. On a également Aperam qui est à Guignon, anciennement également Ugine, c'est aussi le terme vous parle plus. Donc vraiment deux belles entreprises, mais qui sont situées dans des endroits un peu plus ruraux et qui ont également énormément de mal à recruter. Donc la Saône-et-Loire, là aussi je parle que métallurgie, donc plus de 500 entreprises dans la métallurgie, avec beaucoup de toutes petites entreprises, 250 qui ont moins de 10 salariés. C'est relativement conséquent et encore une fois, c'est ce que je disais, ces entreprises qui travaillent énormément pour les donneurs d'ordre locaux et qui ont besoin voilà, d'être accompagnées sur de nouveaux marchés. Et ça, elles le savent, elles le sentent, mais c'est encore quelque chose qui a besoin d'être développé. Et la Saône-et-Loire, pour votre information, est le deuxième plus gros département industriel de la Bourgogne-Franche-Comté, après le territoire de Belfort, sachant que le territoire de Belfort, c'est plutôt automobile. Nous, on a assez peu d'automobiles dans le département. Donc, les grosses filières que nous avons en Saône-et-Loire, c'est principalement la sidérurgie et le nucléaire. C'est vraiment les filières qui portent notre activité localement. La sidérurgie, donc on est vraiment sur la production de gros lingots de métal oh, de lingots de métal qui vont être chauffés et qui vont ensuite être mis, je dirais, en forme avec donc les gros engins qui vont permettre ensuite, je dirais, de former les pièces dont on a besoin, et notamment pour le nucléaire. Et ensuite, la filière nucléaire, qui bien entendu a un lien avec la sidérurgie, qui va faire les assemblages de composants de réacteurs nucléaires et le forgeage. Donc on est véritablement sur des filières complètes ici en Saône-et-Loire. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la filière nucléaire, quand elle a redémarré donc, dans les années 2003-2004, elle a redémarré en Saône-et-Loire. C'est vraiment là où vous allez trouver toutes les fabrications de composants, de cœurs de réacteurs et les sous-traitants, donc Framatome bien sûr. On a 3 sites Framatome sur le bassin, sur le département, donc sur les deux bassins de Châlons et du Creusot. Et on a donc une filière complète qui était un peu, je dirais, en morceaux il y a maintenant quelques années, donc en pratiquement 20 ans. Et les choses se sont remises en place avec des volontés politiques, avec véritablement une vraie politique autour du nucléaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment une filière complète qui s'est totalement reconstruite, avec un cœur sur la Saône-et-Loire et qui déborde bien entendu maintenant sur l'ensemble de la France et également beaucoup sur la région Aura. Donc voilà pour ce slide-là. Oui. Alors, Ça bouge plus. ça bouge plus. Non. Si, pardon. C'est bon, ça avance. Excusez-moi.
Pour poursuivre, c'est juste pour vous donner une information concernant les effectifs, à peu près 17 000 salariés. Les effectifs ont baissé, mais comme dans tous les départements, parce que la productivité, je dirais, la nouvelle organisation qui sont mises en place dans les machines depuis quelques années, donc ont permis aussi de gagner en productivité et forcément de ne pas remplacer homme pour homme, mais on est à peu près à 17 000 salariés, 17 500 salariés en Saône-et-Loire, avec un nombre d'ingénieurs et cadres donc de 2700 en gros, techniciens à peu près 4500, ce qui reste aujourd'hui une population très compliquée à recruter chez nous. Alors, tout le monde vous dira la même chose, hein, parce que je pense qu'on est vraiment sur beaucoup de bassins ruraux quand même partout en France, mais c'est une population que l'on recherche énormément dans les entreprises aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, nous, on le vit énormément dans le département. Du fait de l'essaimage de Creusot-Loire en 1984, on a eu beaucoup de salariés creusot-loire qui ont créé leur propre entreprise, qui se sont développés ensuite, et ces gens-là, aujourd'hui, ont vieilli. Et on a encore cette population donc, de dirigeants qui sont aujourd'hui des dirigeants proches de la retraite, ou qui pourraient d'ailleurs être en retraite, mais qui ne lâchent pas le morceau parce qu'ils n'ont pas forcément de successeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez vivace chez nous, avec cette volonté de pouvoir accompagner le remplacement des dirigeants pour arriver sur de nouvelles organisations, de nouveaux modes de management. Donc on a de plus en plus de nouveaux dirigeants qui arrivent, et ça, c'est assez récent. Je dirais ça fait 4-5 ans que l'on voit arriver cette nouvelle génération qui donne justement une impulsion différente aux entreprises, mais on a encore énormément d'anciens dirigeants qui aujourd'hui font avec les moyens du bord, et qui ont besoin d'être accompagnés donc, dans la transformation de leur entreprise, parce qu'ils ne savent pas très bien par quel bout prendre le morceau, pour être très clair avec vous. Aujourd'hui, il y a vraiment cette mutation qui se fait, donc les anciens dirigeants qui ont besoin d'être accompagnés, et les nouveaux qui, eux, sont déjà dans une logique de transformation et qui ont besoin d'aide. Et l'innovation fait partie intégrante des besoins d'accompagnement des entreprises. Donc, au vu je dirais, du besoin de développement, de robotisation des entreprises, nous avons créé en Bourgogne-Franche-Comté un cluster qui s'appelle Robotics Valley. Ce cluster a été créé à l'initiative des 2 UMM de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or, avec pour volonté justement d'animer une filière d'industrie 4.0, de robotisation. Filière qui n'existe pas vraiment en fait. On a quelques clusters en France autour de la robotique, et nous, on avait cette conscience qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il fallait qu'on aille sur ce schéma-là, pour accompagner les acteurs déjà en place, pour renforcer la filière, pour pouvoir accompagner les entreprises dans les diagnostics, créer une sorte de communauté en fait autour de l'industrialisation, de la robotisation, et faire en sorte que les industriels, soit qui ont envie d'être accompagnés, bien qu'ils aient vraiment des gens compétents en face pour les aider, soit d'éclairer les industriels autour de cette problématique, je dirais, de robotique, voilà, dans les entreprises. Donc Robotics Valley a été créé en 2016, et aujourd'hui, il rayonne, alors essentiellement 21 et 71, donc c'est-à-dire Côte-d'Or et Saône-et-Loire, parce qu'il a été créé par ces deux territoires-là, mais avec une compétence géographique Bourgogne-Franche-Comté, et la volonté d'accompagner avec l'ensemble des dispositifs existants, hein, je pense notamment au pôle formation, à tous les organismes de formation qui existent aujourd'hui, et le CETIM, enfin ouais, tous ces organismes-là, avec la volonté d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'innovation, en fait. Alors, la formation ingénieur informatique avec le parcours Big Data et intelligence artificielle, vraiment, ça va dans le sens total de ce que je vous disais, c'est qu'on a nos dirigeants aujourd'hui qui ont parfois du mal à savoir vers qui s'adresser, quelle est la compétence qu'il leur faut pour justement accompagner le développement, pour accompagner la nouvelle organisation, le nouveau mode de management, passer à quelque chose de différent. Ça, on sent véritablement cette difficulté-là dans les entreprises, hein, de savoir quelle est la compétence qu'il faut recruter. Il faut bien dire aussi que nos dirigeants, parfois, sont des dirigeants qui n'ont pas une formation, je dirais, bac plus 8, voilà, c'est pas toujours le cas, et qui peuvent avoir un certain complexe aussi par rapport au recrutement qu'ils font. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés et de comprendre qu'on peut avoir une population de jeunes qui ont la formation et qui peuvent les accompagner en toute tranquillité et en toute efficacité vers quelque chose de différent, de nouveau. Donc, on ressent vraiment ce besoin-là aujourd'hui, et l'idée, c'est de pouvoir, via cette formation, accompagner la stratégie digitale donc, des entreprises,
et en même temps pouvoir en prendre la responsabilité, donc dans un moyen terme, et notamment dans les PME, les ETI qui n'ont pas ces compétences-là du tout. Autant dans les grands groupes, il y a déjà de la structuration qui se met en place ou qui s'est mise en place, encore que parfois on se rend compte que même les grands groupes sont parfois encore assez déséquilibrés sur le sujet. Mais chez les PME, et vous avez vu, on a plus de 250, que dans la métallurgie, 250 PME donc dans le département. Chez les PME, c'est clair qu'elles sont très loin de ce sujet-là encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment un besoin d'accompagnement. Elles en sont conscientes, elles le savent, mais elles ont besoin d'être mises en confiance pour pouvoir avancer avec une personne ou des personnes qui vont les accompagner dans cette transformation. Merci madame. Voilà, bah, écoutez, ce que je peux vous dire, je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà, dans l'approche sur Ouais, cette formation-là. merci beaucoup. Bah, écoutez, je vais poursuivre en faisant un petit focus maintenant justement sur la formation d'ingénieur qu'on propose à la rentrée. Il devait Alors, rester peut-être, juste ce oui, slide-là. oui, il y avait ce slide, effectivement. Voilà, juste c'était, une petite, anecdote, mais Oui, qui n'est peut-être pas idiote de rappeler, c'est qu'il y a des études qui se font régulièrement justement sur, la robotisation des entreprises et où est-ce qu'elles en sont sur le sujet. On est tellement loin de certains pays qu'effectivement la France s'inquiète sur ces sujets-là. D'ailleurs, on voit bien, hein, tout ce qui a été mis en place, avec le plan de relance, avec, toutes ces volontés d'accompagner le financement des entreprises qui veulent, aller sur ces sujets, industrie 4.0. Et là, il y a une étude qui est sortie donc le 10 mars dernier, donc c'est très récent, et qui publie donc justement les besoins donc en compétences donc dans les entreprises. Et en fait, voilà, on le met, encore trop peu de jeunes s'orientent sur les métiers d'ingénieur informatique, donc c'est vraiment ce qui ressort de l'étude, car on estime qu'il manquerait environ 35 000 personnes de plus dans ce métier d'ici 2030. Donc voilà, donc on nous annonce que d'ici 2050, 80% des métiers existants n'existera plus demain, que ce seront des métiers différents. Et là, effectivement, on confirme dans l'enquête que tous ces métiers, notamment les métiers d'ingénieur informatique, qui est le métier qui nous intéresse aujourd'hui, est vraiment un métier demandé et le sera énormément dans les années à venir. effectivement. Voilà, Très bien, merci beaucoup madame Logerette. je vous en prie. Donc je poursuis donc je disais avec un petit focus sur la présentation qu'on va vous proposer donc à la rentrée sur le site de Chalon-sur-Saône. Donc cette formation d'ingénieur Big Data et IA donc est le fruit d'un partenariat entre 3 partenaires, hein. D'une part, le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, le pôle formation UMM Côte d'Or Saône-et-Loire et également Arts et métiers, ENSAM, donc qui est un autre établissement d'enseignement supérieur et de recherche que le CNAM. On pourrait dire un cousin du CNAM, hein. Ils sont nés à peu près tous les deux, le CNAM et l'ENSAM, à peu près à la même époque, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, avant d'en dire 2-3 mots, donc je viens de le préciser, le CNAM, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, lui existe depuis plus de 200 ans, hein, principalement orienté sur la formation pour tous tout au long de la vie. Et puis en Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, il est représenté par le CNAM de Bourgogne-Franche-Comté. Si on prend une photographie en 2020-2021, il y avait 1524 élèves, plus de 15 sites d'enseignement et un certain nombre de domaines de formation, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est du pôle de formation UMM, Côte d'Or, Saône-et-Loire. Donc, ils forment des personnes en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation